Michel. René Bagorski, donc, qui nous accompagne cet après-midi. Merci aux près de 300 personnes qui sont déjà connectées à ce webinaire. Je dis pour plaisanter que la chaîne de webinaire qualité formation professionnelle, comme toute chaîne, elle se doit de faire une série. Donc, saison 1 de la série vers une nouvelle société de compétences, puisque vers une nouvelle société de compétences, c'est le titre premier de la loi du 5 septembre 2018 qui nous occupe. Donc, en cette période un petit peu de bilan aussi électoral, c'est un peu la période des bilans, comme ça, quand il y a des élections qui arrivent. On va essayer de faire le bilan de la loi du 5 septembre 2018, dont le titre est pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Alors René, tu vas te présenter rapidement. René Bagorski est président de l'AFREF, l'Association française de recherche en éducation et formation. Non, c'est l'Association française de recherche et du coup, je ne sais plus. Parce que voilà, bon. De recherche en formation. Non, l'Association française de recherche et je ne sais plus, d'ailleurs. Peu importe, je vous le retrouverai tout à l'heure. Bon, voilà. Et donc, vous pouvez cliquer sur le logo de l'AFREF pour arriver sur afref.org. L'AFREF ayant été créée en 61. Donc, on fête les 61 ans cette année. Voilà. 61 ans en 2022. Voilà. C'est une vieille dame qui a été créée par le directeur des affaires sociales, je crois, à l'époque de Siemens. Et on était dans le prolongement de la loi Debré de 1959 qui parlait de promotion sociale et d'émancipation. Et la clé d'entrée dès le départ de l'association était l'individu dans sa double acceptation, si je peux dire ça comme ça, à la fois de salarié, de travailleur et à la fois de citoyen. Et depuis maintenant plus de 60 ans, c'est l'ADN de l'association et on reste toujours dans cette logique. C'est le fameux pas de côté et c'est pas uniquement déverser de l'information, mais c'est aussi essayer de réfléchir ensemble. Et dans ce qu'on va faire ensemble cet après-midi, c'est pas uniquement de réfléchir en termes de bilan, mais c'est aussi de réfléchir ensemble sur les finalités aujourd'hui d'un système. On parlait de gestion par les compétences. Et c'est vrai que j'ai tendance à dire et coutume à dire qu'on n'est pas sur la énième loi sur la formation professionnelle, mais la première loi sur la gestion par les compétences. Et que cette loi-là, derrière, a complètement rebalayé le rôle et la place des différents acteurs. Et c'est un peu ça qu'on va aussi balayer avec vous cet après-midi. La première loi sur les compétences, c'est ça ? Et donc, le titre premier de la loi, c'est « Vers une nouvelle société de compétences ». Vous pouvez télécharger la loi du 5 septembre 2018, c'est son titre premier. Et c'est un objectif d'aller vers une nouvelle société de compétences. Alors, donc, sommaire, on va faire les finalités de la formation professionnelle continue. On va essayer de montrer pourquoi l'État et comment l'État est au cœur, au centre du système, comment les acteurs sont dépendants de l'État et du système, les cadres, comment les cadres sont prescrits, les évolutions des OPCA ou des OPCO, puisque nous avons oublié de préciser que René Bagorski est aussi un petit peu à l'origine du passage de 20 OPCA à 11 OPCO avec le rapport Marx-Bagorski, Jean-Marie Marx, René Bagorski, qui ont écrit ce rapport qui a conduit à cette réforme. C'est effectivement, on avait été sollicité en mai-juin de l'année 2018, donc avant que la réforme sorte, pour travailler avec l'ensemble des acteurs du système et pour réfléchir un peu sur l'évolution des structures gestionnaires et en réfléchissant en fait en lien avec les besoins des branches professionnelles. Et puis OPCO, comme tout le monde le sait, ce n'est pas un acronyme, c'est simplement les deux premières lettres d'opérateur et de compétences, contrairement à un OPCA qui était organisme paritaire collecteur agréé. Et on voit bien avec ce changement de nom, même si ça peut ressembler comme ça de prime abord, que les paradigmes ont effectivement beaucoup changé et que l'autonomie des OPCO est beaucoup moins importante que l'autonomie des OPCA, ne serait-ce
ne serait-ce par le fait que les OPCA collectaient les fonds de formation alors que les OPCO ne collectent plus aujourd'hui, et que l'autonomie de gestion qu'avaient les OPCA sans présence de représentants de l'État, aujourd'hui on n'a pas du tout ça, puisqu'on a à la fois un représentant de Bercy et à la fois un commissaire du gouvernement qui siège au conseil d'administration, et donc on a aujourd'hui un conseil d'administration sous tutelle fortement représenté par deux structures de l'État, et qui montre bien le rôle extrêmement important que l'État se donne dans la mise en œuvre du système de 2018, mais on y reviendra tout à l'heure. Voilà, c'est intéressant. On est déjà dans le cœur du sujet, d'une forme de bilan, là, ce que nous sommes en train de décrire. Donc, les évolutions des OPCA aux OPCO, les organisations professionnelles, parce que là, c'est plutôt moi qui parle sur le fait que faut pas qu'on oublie dans le système, un petit peu dans l'écosystème de la formation, l'importance des organisations professionnelles de la formation. Et puis, questionnement sur, et après cette réforme, va-t-on avoir une nouvelle réforme? Là, on essaye de faire un peu de prospective, mais on va pas s'attarder longtemps là-dessus. Puis ensuite, je vous parlerai des prochains webinaires, de la série de 5 webinaires que nous commençons tout de suite. Alors, donc, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et le titre donc de la loi du 5 septembre 2018, la loi Pénicaud, on peut l'appeler comme ça aussi. Oui, voilà, c'est peut-être intéressant qu'on s'attarde sur le titre, parce que pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ça m'amène aussi à faire un petit retour historique. Et notamment en 2003, où on avait en 2003 un titre donné par les partenaires sociaux à l'accord qu'ils ont signé, qui s'appelait « La formation tout au long de la vie professionnelle ». Et en 2004, la loi Fillon, dans son titre 1, a changé à la place d'un mot, c'est le mot professionnel, et on a parlé de formation professionnelle tout au long de la vie. Donc, changeant un mot de place, on est passé d'une logique qui était une logique d'éducation permanente à une logique en fait de formation professionnelle, avec l'ensemble des dispositifs qui finalement aujourd'hui sont totalement dédiés aux besoins de l'économie et à l'insertion des personnes dans l'emploi. Et c'est pas neutre cette histoire, si je vous parle de 2003, parce que 2003, on a jeté les petites graines de ce qu'allait devenir le système de la formation. Et ces petites graines font que pour la liberté de choisir son avenir professionnel, on aurait peut-être pu rajouter dans un cadre déterminé. Et on verra sans doute tout à l'heure, et on essaiera d'échanger pourquoi je dis que c'est dans un cadre déterminé, parce qu'on a aujourd'hui une liberté. Pour moi, la liberté ne se conçoit que quand on a de l'autonomie. Et est-ce que l'autonomie aujourd'hui des acteurs sont réelles dans ce parcours? Est-ce qu'un individu, est-ce qu'une entreprise, est-ce qu'une branche professionnelle a une réelle autonomie? Ou est-ce que cette autonomie n'est pas plutôt fléchée par rapport en fait aux besoins énoncés par la loi, aux objectifs énoncés par la loi, qu'on va voir tout de suite d'ailleurs, ces objectifs énoncés par la loi. Je pense que c'est la diapositive suivante. Parce que, ayons ça à l'esprit, c'est que la loi du 5 septembre 2018, elle avait vraiment 3 grands objectifs. Le premier, c'est assurer la compétitivité des entreprises. Le deuxième, sécuriser les parcours des salariés. Le troisième, insérer dans l'emploi les personnes les plus éloignées. Si vous regardez l'ensemble des dispositifs tels qu'ils ont été mis en place, la compétitivité des entreprises, on ne parle plus de plan de formation, on parle de plan de développement des compétences. Sécuriser les parcours des salariés, on leur donne un droit attaché à la personne avec un financement qui est le CPF, et on se dit avec ça, responsabilité de l'individu pour pouvoir avancer dans ses propres projets et insérer dans l'emploi les personnes les plus éloignées. Une première catégorie importante, les jeunes, un développement extrêmement important de l'alternance, et ensuite d'autres publics avec le rôle de l'État qui est de plus en plus important. J'ai utilisé le mot responsabilité. Et pour moi, ce mot, il est important dans le cadre et à la fois du bilan et à la fois des objectifs de la loi, parce que si on regarde le mot responsabilité, sa définition première, c'est quelqu'un qui est garant. Et donc, dans le système tel qu'il est aujourd'hui, qui est garant de la compétitivité des entreprises, qui est garant de la sécurisation des parcours des salariés, qui est garant de l'insertion dans l'emploi des personnes les plus éloignées. Et si on a à l'esprit ce questionnement-là, c'est peut-être un peu plus simple, c'est peut-être un peu plus logique
de travailler sur non pas le bilan de la loi, mais un bilan de la loi pour voir comment, à travers les responsabilités de chacun et comment chacun étant garant de quelque chose, on a derrière des objectifs et des moyens qui se mettent en œuvre avec chacun des différents acteurs qui a une place prépondérante pour la réalisation des objectifs. Passer à la diapositive suivante. On peut passer à la diapositive suivante, oui, tout à fait. Oh là, qu'est-ce qui se là? C'est quoi cette erreur 404 là? Et notre voilà, est-ce que nous sommes bien là? Nous avons été coupés, je ne sais pas, la diffusion s'est interrompue, donc toutes nos excuses pour cette interruption du son et de l'image. Donc, nous étions sur assurer la compétitivité des entreprises, sécuriser les parcours des salariés, insérer dans l'emploi les personnes les plus éloignées. Donc, ça revient sur la question effectivement des compétences. Voilà, c'est vers une nouvelle société de compétences correspond aussi à ça. Hein. C'est-à-dire, ce titre premier de la loi, il est quand même très, très, très parlant. C'est ce que tu disais sur comment on est passé d'une formation tout au long de la vie à aller vers une société de compétences. Et c'est vraiment la priorité, c'est bien les trois thèmes qui sont là, compétitivité des entreprises, sécurisation des parcours des salariés. D'ailleurs, le FPSPP, Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Fonds paritaire des parcours de sécurisation professionnelle a disparu, mais voilà, c'était aussi. On était de toute façon. Ce qui est intéressant dans le système tel qu'il a été mis en place, c'est que la loi de 2018 reprend déjà des choses de 2014, mais reprend alors la loi de 2014 sur la formation, mais reprend aussi des aspects de la loi travail, la loi notamment El Khomri. Et notamment un aspect extrêmement important, c'est la notion de parcours professionnel. Enfin, la notion de parcours qui est inscrite dans la loi travail, mais on va au-delà de la loi, de la notion de parcours. On va avoir dans la loi de 2018 une nouvelle définition de l'action de formation. Et la définition de l'action de formation, ça va être en fait un parcours pédagogique qui conduit à un objectif professionnel. Ça aussi, il faut l'avoir à l'esprit. À partir du moment où on construit les choses en fonction, l'objectif, c'est les 3 points qu'on a dit tout à l'heure. Derrière, c'est une société, une gestion par les compétences qui se mettent en place. Donc, un individu au centre du système. Et derrière cet individu au centre du système, construire un parcours adapté pour lui permettre de réaliser son objectif ou les objectifs qu'on lui assigne. Et c'est ça qui va être important, c'est de voir comment ce système-là fonctionne, est vertueux ou a quelques travers, mais est-ce qu'il y a des systèmes parfaits? Il n'y en a pas. Alors, donc, est-ce que nous sommes dans un marché régulé? Donc, moi, on a fait un petit peu cette diapositive pour dire c'est l'État qui est au cœur du système, avec donc
France Compétences, qui est un peu la fusion aussi de 4 organismes, qui étaient le FPSPP dont nous avons parlé, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, le COPANEF qui était Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation, Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation, le CNEFOP qui était le Conseil national de l'emploi et de la formation professionnelle, et puis la CNCP, qui est Commission nationale de la certification professionnelle. Ces 4 entités ont disparu et en fait, un certain nombre de fonctions de ces 4 entités sont reprises par France Compétences et en particulier les tâches de la commission de la CNCP qui est maintenant devenue la commission de la certification professionnelle au sein de France Compétences. Quand on parle de marché régulé, il y a forcément quelqu'un qui régule, non? Et donc effectivement, c'est l'État qui est au cœur du système. Et pourquoi l'État est au cœur du système? Il faut quand même rappeler que les cotisations qui proviennent des entreprises, depuis 2014, la nature de ces cotisations est claire. Quand on parle d'obligations légales, on parle d'impôts. Et qui parle d'impôts dit forcément à un moment donné de contrôle par l'État, puisque ce sont des fonds publics et c'est l'État qui contrôle. La deuxième chose qui va être importante, donc obligation légale versée depuis maintenant cette année à l'URSSAF. Voilà, l'URSSAF maintenant est intervenu, alors qu'avant la collecte se faisait par les OPCA, on va en reparler. Maintenant, depuis le 1er janvier 2022, c'est bien l'URSSAF qui collecte, qui reverse l'argent à France Compétences, qui va le redistribuer aux OPCO, ce qu'on va voir tout à l'heure. Notamment aux OPCO, oui. Notamment aux OPCO, et puis on va voir comment les flux financiers, on va les voir après, et puis l'URSSAF va reverser aussi une partie à la Caisse des dépôts et consignations pour le CPF. C'est France Compétences qui va reverser. France Compétences, il n'y a pas de lien direct. Non, il n'y a pas de lien direct. Le seul lien qu'il y a entre l'URSSAF, c'est France Compétences. Et France Compétences, j'ai coutume de dire que c'est pour moi le régulateur, le bateau amiral de l'ensemble du système. Imaginez le système de la formation professionnelle, imaginez un porte-avions, et un porte-avions qui a autour de lui un certain nombre de petits bateaux, qui sont ces bateaux qui correspondent en fait à l'ensemble du système, qui est le système de défense mis en place autour d'un porte-avions. France Compétences, c'est le porte-avions, d'où décolle l'ensemble du système, qui régule l'ensemble du système, c'est le donneur d'ordre, mais c'est le donneur d'ordre au nom d'un actionnaire majoritaire, entre guillemets, et cet actionnaire-là, c'est l'État, puisqu'on revient sur les 3 objectifs dont on a parlé tout à l'heure, c'est ces objectifs-là qui vont être dispatchés sur l'ensemble des autres acteurs. Voilà, alors, j'ai rajouté la certification Calliope parce qu'on va voir aussi que la qualité, le contrôle de la qualité via l'État a aussi de l'importance, c'est-à-dire on veut bien financer des actions de formation, mais on veut s'assurer que quand même les organismes de formation qui délivrent cette formation font tout ce qu'il est possible de faire pour que la formation financée aboutisse sur des acquisitions de compétences réelles et pas supposées. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une certification, un référentiel national de certification qui conduit à la certification Calliope, qui est une marque qui appartient au ministère du Travail. Calliope est une marque déposée qui appartient à l'État. Et puis donc, c'est régulé aussi par le COFRAC et puis France Compétences aussi. France Compétences qui labellise des organisations qui ont des labels et qui peuvent, avec ce label, donner la certification Calliope, c'est plutôt dans le monde universitaire, pour résumer. Et puis, sinon, ce sont les certificateurs privés qui doivent être accrédités par le COFRAC. Donc, on est vraiment dans un système qui est très cadré avec l'État au centre du système. Et ça me permet en même temps de répondre à une question là, qui vient par rapport au rôle des branches. Je pense qu'il faut qu'on ait à l'esprit qu'il y ait 2 niveaux. Quand on parle d'obligation légale, c'est l'impôt, c'est l'URSSAF qui collecte, c'est reversé à France Compétences. Il y a un deuxième niveau, c'est l'autonomie des partenaires sociaux et notamment des branches professionnelles à travers des accords, ce qu'on appelle des accords conventionnels, et la possibilité que la loi leur donne de pouvoir fixer des cotisations supplémentaires pour les entreprises qui sont de leur secteur. Et à partir du moment où ces branches professionnelles fixent des cotisations supplémentaires, l'argent est collecté pour le coup
directement par l'opérateur de compétences, géré par la branche professionnelle en fonction des finalités qui sont les siennes. Et donc, on a deux régimes qui sont en place. D'un côté, le régime obligation légale, France compétences régulateur, et de notre côté, un système qui est un système autonome des partenaires sociaux qui leur permettent effectivement de prendre un certain nombre de décisions. Et donc, je vois une question, si vous avez eu à verser à votre branche, ou en tout cas à locaux de la branche, parce que ça rentre dans le cadre d'un accord conventionnel, c'est quelque chose qui est indépendant de ce qui est écrit dans la loi. C'est des possibilités que la loi donne aux branches, mais c'est deux systèmes financiers différents. Est-ce que ça a un impact pour les organismes de formation ? Alors, ça a un impact sur les organismes de formation, parce que si on parlait de Calliope tout à l'heure, les fonds obligations légales, donc fonds publics, et donc nécessité pour les organismes de formation d'avoir un label Calliope pour pouvoir bénéficier de ces fonds. La nature des fonds d'une branche professionnelle, a priori, ce sont des fonds privés. Et donc, a priori, les organismes de formation qui travaillera sur ces fonds-là, la nécessité d'avoir Calliope, c'est pas forcément quelque chose qui est nécessaire. On est dans du gré à gré, on est dans un marché qui est un marché particulier. Donc, vous voyez, on est déjà peut-être un peu trop dans les détails. Mais c'est intéressant en tout cas. Parce que là, ayez clairement à l'esprit, il y a ce qui relève de la loi, il y a ce qui relève de l'impôt, et il y a un système. Et d'un autre côté, il reste une part d'autonomie des partenaires sociaux, et à mon sens, pas suffisamment exploité aujourd'hui, parce que quand on regarde les fonds conventionnels tels qu'ils existent, ils sont extrêmement restreints. Dans certains secteurs, je pense au commerce notamment, il n'y a rien. D'autres, dans le secteur de la santé, il y en a beaucoup, parce qu'en fait, il y a des logiques qui sont un peu différentes. Mais dès l'instant où il y a une autonomie, en fait, à travers des fonds conventionnels, il y a aussi une autonomie de décision politique et il y a une autonomie de gestion financière qui peut être prise en charge par les partenaires sociaux, alors, au sein d'un OPCO, mais en dehors, en fait, du contrôle tel qu'il existe par l'État. Est-ce que dans la perspective de dire, tiens, mais on fait un peu le bilan, on fait un point sur la réforme du 5 septembre 2018, et puis on dit, bon, et après, que va-t-il se passer post-élection et la future réforme de la réforme, est-ce qu'elle pourra peut-être aborder ça? On n'en sait rien, mais… Je pense qu'il y a des choses, en tout cas, vous voyez la diapositive qui s'affiche, qui dit qu'aujourd'hui, que 90% des fonds consacrés au financement de la formation sont des fonds publics. Un fonds public, c'est l'obligation légale dispatchée par l'État aux différents acteurs. Je dis ici que c'est décidé à financer les priorités par l'État en concertation avec les autres acteurs. Je pense qu'à un moment donné, est-ce que la loi sortira de la logique jupitérienne telle qu'elle a été mise en place en 2018 avec une recentralisation extrême pour aller vers ce que Delors préconisait en 72, une décentralisation et une autonomie des acteurs notamment des partenaires sociaux, dans leurs propres choix, et y compris dans des enveloppes financières différentes. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut qu'on ait à l'esprit aujourd'hui. On a 27 pays dans l'Union européenne, il y a une quinzaine de pays où il y a des obligations de financement de la formation par les entreprises, donc c'est la loi qui dit, mais le système français tel qu'il est le système le plus, j'ai failli dire abouti, diront certains, ou corseté, diront les autres, parce que j'ai le souvenir d'avoir été en Norvège, notamment, où les entreprises consacraient 7% de leur masse salariale en moyenne à la formation, sans avoir aucune obligation de cotisation due à l'État, mais parce qu'ils considéraient tout simplement que c'était un investissement immatériel. Comme étant un investissement immatériel, il était productif et ayant de la valeur ajoutée. Donc le système français, c'est ma critique d'expert depuis 72. Je dis qu'on a mis en place, à travers cette cotisation-là, une forme de système de la formation professionnelle subventionnée, avec des garanties de revenus pour différents acteurs, différents endroits où ils sont. Et quand on est organisme de formation, qu'on est calliopisé, qu'on dit ça comme ça, on a accès à des fonds publics, mais si vous regardez en fait les différents dispositifs, il y a des critères de financement, des coûts contrats qui ont été mis derrière, avec définis par les branches professionnelles en accord sous la régulation de France Compétences, mais derrière ce coût-là, l'organisme derrière, il a quelque part, comme un médecin qui reçoit un patient, il sait qu'il a un tarif qui lui sera appliqué et que ce tarif est toujours le même, et que donc on est dans un marché régulé,
Mais est-ce qu'on est pour autant dans un marché ouvert et libre? Ça, c'est une autre question. En tout cas, le marché des organismes de formation, lui, il n'est pas un marché sur lequel le marché est libre d'accès. Hein. Bon, il faut remplir certaines conditions, faire une déclaration d'activité, mais c'est tout. Mais on vous dit pas, vous ne pouvez pas rentrer sur le marché si vous n'avez pas un capital de 50 000 euros, par exemple. Vous voyez, là, on ferme le marché. Bon, là, vous êtes auto-entrepreneur, vous pouvez faire une déclaration d'activité. Ça, c'est pour dire que il y a le marché. Quand on est organisme de formation, ben, on peut avoir effectivement nos clients qui sont eux-mêmes financent leur formation, et c'est quand on fait appel à des fonds publics, comme vient de le dire René, que l'on doit être certifié Calliope. On a une diapositive maintenant. Alors on va remercier nos amis de Centre Info pour cette jolie infographie. C'est pour résumer, redonner peut-être René, nous donner un peu d'explication sur les flux financiers qu'on vient d'aborder. Je trouve que cette diapositive, j'essaie de me mettre de telle façon que je sois dans la caméra, cette diapositive est intéressante parce qu'elle nous permet, quand on regarde en haut, c'est les entreprises assujetties. Dès l'instant où vous avez en fait les entreprises, et derrière les entreprises, vous avez la répartition des pourcentages, les 1%, les 1, les 0,55, etc. Tout ça, on aurait encore pu le simplifier, on aurait pu dire pour les entreprises de moins de 11 salariés, c'est 1,23% de leur masse salariale qui doit être versée pour la formation. Pour les entreprises de plus de 11, c'est 1,68%. Cette taxe-là comprend à la fois la formation des salariés et la taxe d'apprentissage, alors qu'avant, il y avait deux réseaux qui étaient clairement étanches et déterminés. Je vous fais grâce des 13% que on voit que l'URSSAF reverse ça à France Compétences, et vous voyez que sur ma gauche, il y a une dotation annuelle de 1,684 milliards, qui est en fait la somme dévolue à la formation des demandeurs d'emploi. Et cette enveloppe-là finance ce qu'on appelle le plan d'investissement compétences, et finance en région ce qu'on appelle les plans régionaux investissement compétences, PIC national, PRIC niveau régional. La loi a fixé en 2018 un objectif, 1 million de demandeurs d'emploi devaient être formés, avec une enveloppe qui était une enveloppe globale de 15 milliards de mémoire. Et donc, les dotations qui sont versées là font partie de cette enveloppe-là. Première chose. Deuxième chose, quand on regarde le tableau, en fait, et qu'on voit la partie solde avec les différentes enveloppes que reverse France Compétences. Si je suis sur la gauche, je vois CEP, CPF de transition, je vois CPF. Je vois ici des enveloppes qui sont principalement destinées à des initiatives d'individus. Si vous voulez construire votre projet, vous allez voir un conseiller en évolution professionnelle. Si vous voulez avoir un projet de transition professionnelle, vous allez voir les associations Transition Pro. Si vous voulez utiliser votre compte personnel formation, il y a une enveloppe, il y a une application. Et ça vous permet d'avoir. Vous voyez qu'il y a des pourcentages. Ces pourcentages-là, c'est chaque année, c'est dans la loi, on vous redit. Pour telle enveloppe, c'est entre temps et temps, etc., etc. Donc, vous voyez que concernant l'initiative de l'individu, les enveloppes ne sont pas les enveloppes extrêmes. Cela dit, quand on regarde la partie CPF, on n'est pas loin de 3 milliards quand même. Par contre, si on est sur la droite, ici, on est sur ce qui est le cœur de la stratégie de l'État. Avec troisième point, vous vous souvenez tout à l'heure, l'insertion des personnes les plus éloignées. Insertion des personnes les plus éloignées, une première catégorie, les jeunes. Un effort massif qui a été fait sur le développement de l'apprentissage, avec une ouverture de marché, parce que vous le savez sans doute que jusqu'en 2018, les régions avaient des prérogatives sur l'ensemble sur l'apprentissage, et on était dans un système qui est un système de subvention, puisqu'il y avait des conventions d'objectifs et de moyens qui étaient signées avec des centres de formation d'apprentis sur une période de 3 ans ou de 5 ans, je ne sais jamais, et il fallait être habilité par la région pour faire de l'apprentissage.
qu'a dit la loi de 2018? Elle a dit que ce système-là, en fait, était un système réducteur qui ne favorisait pas le développement de l'apprentissage. La loi dit il faut que ce soit les branches professionnelles qui aient la main et qui aient autorité sur l'apprentissage. Et on va en fait non plus parler de subventions, mais on va parler de coûts contrats. Et en parlant de coûts contrats, ça va être aux branches professionnelles de déterminer, de proposer en tout cas des tarifs pour chaque certification. Et derrière, régulation de France Compétences. Donc là, on a un marché qui s'ouvre. Et qu'est-ce qu'on dit aussi en 2018 concernant l'apprentissage? On dit tout organisme de formation peut faire de l'apprentissage à condition, je parlais plus doucement, qu'il inscrive dans ses statuts qu'il fait de l'apprentissage et il transmet ça à la préfecture, et y compris on favorise les centres de formation d'apprentis dans les entreprises. Dans les entreprises, oui. Dans les entreprises. Oui. Et donc les entreprises peuvent également ouvrir des centres de formation d'apprentis. Il y a beaucoup de CFA d'entreprises qui se sont créés. Et donc, il y a énormément de CFA qui sont créés. Et aujourd'hui, en fait, on est passé de 350 000 à 700 000 apprentis. Alors, est-ce que c'est la libération du marché? Sans doute un peu. Ce qui a quand même conduit à cette explosion, c'est la prise en charge par l'État des cotisations patronales quasiment sur la totalité pour les contrats d'apprentissage. En tout cas, un effet très visible de ça, de ce qui vient d'être dit, c'est sur le nombre d'organismes de formation qui sont sur le marché. Au moment de la réforme de 2014, on était à peu près à 93-90 000 organismes de formation. Bon, alors tout le monde disait la loi de 2014, c'est pour réduire le nombre d'organismes de formation. Vous allez voir, ça va se réduire comme peau de chagrin. Aujourd'hui, on est à un peu plus près de 100. La dernière fois que j'ai téléchargé la liste publique des organismes de formation, on était à un peu plus de 112 000. Voilà. Et dans ces 112 000, on a maintenant sur la liste publique des organismes de formation, la liste, on peut regarder l'organisme de formation, s'il est Calliope et dans quelle catégorie. Alors, donc, on a à peu près 33 000, j'arrondis, disons 33 000 organismes de formation certifiés Calliope dans la catégorie bilan de compétences. Je crois qu'on en a environ 2400 dans la catégorie bilan de compétences. 32 000 dans la catégorie action de formation, 2400 environ dans la catégorie bilan de compétences, 2200 environ dans la catégorie accompagnement à la VAE et je crois que c'est près de 2900 dans la catégorie CFA. Je me trompe peut-être sur les chiffres, mais en tout cas, on a plus de 2500 organismes de formation pour apprentis. Donc voilà, c'est aussi ce qui explique les 750 000 apprentis. Et il y a eu une explosion des CFA. Les CFA avant, c'était pas comme ça. Non, il y avait, je sais plus, il y avait 500 ou 600 CFA. Il y avait 500 ou 600 CFA, voilà. C'était. On a multiplié le nombre. Ce qui est important aussi par rapport à Calliope, c'est que les CFA n'avaient pas obligation d'avoir Calliope. Et depuis le 1er janvier, tout organisme de formation, y compris les anciens CFA, ont obligation d'avoir le label Calliope, d'avoir une comptabilité analytique et d'avoir un vrai, enfin du coup un contrôle qui est mis en place, puisque là aussi France Compétences et toutes les comment ça s'appelle, les trucs analytiques, je dis au début, les qui sont remontés à France Compétences pour que France Compétences vérifie un peu leur utilisation. Voilà. Alors la qualité, la question de la qualité n'est pas destinée à faire que ça réduise le nombre d'organismes de formation. En tout cas, si c'était l'objectif, eh bien c'est encore raté, puisque le nombre d'organismes de formation a explosé même depuis la réforme de 2014. Et puis en fait, la question de la qualité est ces fonds publics là qui sont distribués, on veut s'assurer que au bout il y a vraiment une compétence qui est attestée. Alors même si la compétence correspond aux besoins des salariés, l'inscription au RNCP est discutée. Comment faire valoir la nécessité absolue de l'évolution des compétences des salariés d'une branche quand on est organisme de formation, même affilié à une fédération? Là, je n'ai pas bien compris la question. Non, mais je vois ce qu'est la question, mais je pense que là, il faut après c'est revenir sur. On parle toujours de certification en France, et le mot certification, c'est chacun y met un peu ce qu'il veut.
Et la Calliope est une certification. Certification qualité, oui. C'est une certification qualité. Par contre, quand on parle de certification professionnelle, là, on parle des diplômes de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. On parle des titres professionnels des différents ministères, notamment le ministère du Travail. On parle des CQP des branches professionnelles et on parle des certifications que peuvent construire des organismes de formation. Des titres à finalité professionnelle. Donc voilà, et donc ce qu'a souhaité en fait le législateur et ce que France Compétences est en train de mettre en œuvre de façon assez, je dis, drastique, puisque vous savez qu'une certification a une durée de vie de 5 ans, quelle que soit la certification. Au plus, oui. Au plus. Et donc, quand la certification arrive à son terme, il y a un travail de renouvellement qui est fait et c'est la commission certification chez France Compétences qui s'en occupe. Les dernières statistiques, là, on a fait une matinée de la FREF la semaine dernière sur le financement où était présent Stéphane Nardi, donc le directeur de France Compétences. Il nous expliquait que quelqu'un qui va te demander à ce que sa certification soit inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, aujourd'hui, il y a 50% des demandes qui sont refusées. Il disait aussi qu'il y a le deuxième répertoire qui s'appelle le répertoire spécifique, et le répertoire spécifique, il y a 80% des demandes qui sont refusées. Et là, on voit bien, on a parlé des organismes de formation avec, même s'il y en a encore 110 ou 112 000 d'affichés, il n'y en a que 30 ou 32 000 qui sont labellisés Calliope, et ceux qui sont labellisés Calliope, c'est les seuls qui vont pouvoir mettre en œuvre, en fait, ce qui est inscrit au répertoire national des certifications et au répertoire spécifique. Et là, on a un marché, on parlait de marché régulé, on voit bien qu'on a un premier marché qui est extrêmement régulé. Je vais vous prendre un exemple. Si vous regardez les organismes de formation de langue, si vous regardez les statistiques au niveau d'utilisation du compte personnel formation, c'est dans le top 10, ils sont en premier, deuxième, troisième, en fait, les organismes de langue et de différentes langues. Ce qu'on a vu ces derniers mois, c'est que, par exemple, au niveau de l'anglais, pour qu'un parcours de formation en langue soit certifié, il fallait passer le TOEIC, le TOEFL, le BULAT ou autre. Or, aujourd'hui, au niveau du répertoire spécifique, je crois que ni le TOEIC ni le BULAT n'y sont plus et que le TOEFL y est de façon provisoire pour une année encore. Pourquoi cette régulation extrêmement forte ? Tout simplement parce que quelque part, il est demandé à un certificateur, quel qu'il soit, de contrôler la mise en œuvre de sa certification auprès d'un organisme de formation. Or, le système, alors je ne sais pas pour taper sur TOEIC TOEFL, c'est simplement pour montrer un exemple, c'est que la question qui se pose, est-ce que certains n'ont pas mis en place une forme de franchise en faisant payer les organismes de langue, notamment pour le passage du jury, et donc à ce moment-là d'avoir un financement CPF possible, sans aucun contrôle du certificateur. La question aujourd'hui, qui est une question centrale dans l'ensemble du système, c'est le contrôle des certificateurs sur la mise en œuvre de leur certification par les différents organismes de formation. Oui, et puis que ça débouche effectivement sur une activité professionnelle, c'est-à-dire que je fasse bien une formation en anglais pour acquérir un niveau d'anglais et que ce niveau me soit utile sur le marché du travail. Et que là, quelqu'un m'a appelé pour une langue exotique pour déposer une certification au répertoire spécifique sur cette langue. Et je commençais par dire, il va falloir qu'on démontre quand même que la certification qu'on dépose, c'est pas pour aller faire du tourisme dans le pays de cette langue exotique, mais que ça a bien une utilité sur le marché du travail. Hein. Et donc, parce que sinon, ça passera pas, vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que cette difficulté qu'ont eu les organismes de langue à passer le cap entre les exigences de la Commission nationale de la certification professionnelle, il fallait démontrer l'utilité économique et sociale de la certification. Bon, alors, avoir un niveau d'anglais, ça a une utilité économique et sociale. C'est relativement vague comme concept, l'utilité économique et sociale. Avec France Compétences, c'est démontrer l'adéquation de la certification avec le marché du travail. Et là,
c'est plus tout à fait la même chose. Donc, il faut que j'arrive à démontrer que ma certification en langue, elle sert à quelque chose sur le marché du travail et qu'elle ne me sert pas seulement à moi, Michel Boijard, pour aller faire du tourisme dans un pays exotique. Vous voyez, faut que ça ait une utilité pour moi dans ma vie professionnelle. Donc, si on est sur la logique d'un bilan de la loi de 2018, vous voyez que là, on est un peu dans le cœur du réacteur, parce qu'à travers alors le financement de l'alternance, première chose, une priorité. Une priorité qui manifestement aujourd'hui rencontre un vrai succès, puisqu'on a 700 000 apprentis. Une vraie réussite, c'est que sur la partie alternance, on a demandé aux branches professionnelles, pour chaque certification qu'elle utilisait dans son périmètre, de déterminer un tarif forfaitaire, donc annuel, pour financer les contrats d'apprentissage. Ce financement-là, ce coût contrat, donc c'est les branches qui le déterminent, sous l'autorité, en tout cas de France Compétences, qui a déterminé un certain nombre de critères, mais qui permettent quand même une attitude. Alors, ce qui est intéressant de voir, je prends toujours le même exemple, si je suis dans le secteur de l'hôtellerie-restauration et que j'ai des apprentis qui font un CAP cuisine, je détermine mon forfait parce que quelque part, c'est une priorité chez moi et mon forfait, alors on va dire, il est à 6 800 € annuels. Première chose. Deuxième chose, en fait, je suis la branche de la santé. Et dans la branche de la santé, j'ai des hôpitaux, j'ai des EHPAD, j'ai un certain nombre d'endroits où j'ai aussi de la restauration, où j'ai des cuisiniers. Et donc, j'ai aussi potentiellement des apprentis. Je vais aussi devoir déterminer un tarif de prise en charge. Ce tarif de prise en charge ne sera sans doute pas le même que celui de l'hôtellerie-restauration, puisque les priorités ne sont pas forcément les mêmes, mais que quand je suis organisme de formation et si je fais de l'apprentissage, quand j'accueille un jeune en centre d'apprentissage qui fait le CAP cuisiniste, je vais avoir en fait un tarif qui sera proposé par l'hôtellerie-restauration et un tarif proposé par le secteur de la santé. Et vous voyez que le système a évolué, ce qui veut dire que quand je suis organisme de formation et quand je travaille mon business model, j'ai intérêt de regarder qui vient, comment je fais mon sourcing, quelles sont les différentes sources de financement qui viennent des différents acteurs, pour pouvoir à un moment donné aussi voir ce qui, pour moi, donne du sens ou pas à mon projet, qui est un projet de développement d'établissement. Je pense qu'un des écueils, alors je ne voudrais pas me mettre à dos les organismes de formation, mais un des écueils qu'on a aujourd'hui encore dans le système, c'est que chaque établissement, chaque organisme de formation a un projet d'établissement. Et ce projet d'établissement, il se fait dans un contexte, et notamment dans un contexte financier qui est celui que je suis en train de vous présenter. Je pense qu'il y avait nécessité aujourd'hui, et je pense que bon nombre l'ont fait, de retravailler un projet d'établissement en regardant comment l'ensemble des règles, qui sont les règles qui les concernent, ont évolué. L'ensemble des règles financières d'un côté, mais aussi l'ensemble des règles au niveau des certifications et des certificateurs, en sachant que la branche professionnelle, aujourd'hui, les textes disent, c'est elle qui, in fine, validera l'ensemble des certifications professionnelles. Peut-être finir, parce qu'il me restait un point sur ce tableau, c'est qu'on voit qu'il reste des enveloppes pour les entreprises de moins de 50 salariés, 4 à 30%. Et si on regarde vraiment les volumes financiers là, qui ont été consacrés, là, notamment en 2020 et 2021, à cette enveloppe-là, on doit être à 500 millions. Et quand on sait que la totalité des sommes gérées par France Compétences, on est entre 10 à 12 milliards, vous voyez que l'enveloppe, en fait, plan de développement de compétences pour les entreprises de moins de 50, c'est pas là où c'est le plus. Par contre, l'enveloppe alternance, Stéphane Nardi nous donnait les chiffres la semaine dernière, on est quasiment à 8 milliards d'euros qui ont été consacrés au financement de l'alternance et principalement des contrats d'apprentissage. Globalement, on a à peu près 20 milliards d'euros sous les yeux, là. Non, là, on a 12 milliards d'euros sous les yeux. 12 milliards? On a le maximum 12 milliards sous les yeux. D'accord. Et les 8 milliards dont tu parles, ils ne s'additionnent pas? Non, ils ne s'additionnent pas. Ils sont dedans. Okay. Dans les 12 milliards, il y a 8 milliards qui sont consacrés à l'alternance. Donc, vous voyez que les autres enveloppes, il y a 2 milliards, à peu près de 2 milliards et demi qui sont consacrés au CPF. Vous voyez que les autres enveloppes sont un peu de chagrin. Voilà. En fait, 92% des sommes sont sur alternance CPF et CPF de transition. Ça a beaucoup évolué quand même depuis la réforme de 2014. Ça a quand même été un coup de un gros bouleversement, ce système.
Alors, j'aime bien, en fait, j'aime bien revenir sur cet aspect-là, c'est que l'État est vraiment au centre du système de la formation professionnelle et plus que jamais. On a fêté l'année dernière les 50 ans de la loi Delors, et dans les objectifs qui étaient les objectifs de la loi Delors, je l'ai dit tout à l'heure, c'était autonomie, décentralisation, autonomie des partenaires sociaux, et même Delors ajoutait dans un interview qu'il avait donné à l'Express de dire que si on allait pas vers ça, si on allait vers ça, on se priverait de choses extraordinaires. Or, en 50 ans d'évolution, alors il y a eu effectivement les crises pétrolières, le chauffage massif des jeunes. On a mis en place un système qui, petit à petit, en fait, s'est retrouvé de plus en plus régulé par l'État et avec un État, et notamment à travers l'obligation légale, hein, ces 12 milliards dont je parlais tout à l'heure, c'est 12 millions qui sont sous le contrôle de l'État puisque c'est de l'impôt. Et puis à partir du moment où c'est de l'impôt, les délégations qu'on a données avant aux partenaires sociaux, notamment dans le cadre des OPCA, ces délégations-là, elles sont sous tutelle. Hein. J'ai dit commissaire du gouvernement et représentant de Bercy. Les conseils régionaux, on leur a enlevé l'apprentissage, on met en place un système, on a vu tout à l'heure le financement des plans d'investissement compétences et des plans régionaux d'investissement compétences. Et dans la matinée de la Frève, la semaine dernière, on avait le directeur formation de la région Hauts-de-France qui disait, en fait, c'est la convention entre l'État et les régions, mais c'est tellement prescriptif que l'autonomie de décision politique, en tout cas des régions, on peut s'interroger sur sa nature et sur sa réalité, en tout cas, sur un certain nombre d'enveloppes qui sont des enveloppes complémentaires, mais ces enveloppes complémentaires, elles sont effectivement dans le cadre des priorités déterminées par l'État. On a vu tout à l'heure qu'effectivement, le contrôle de l'allocation se fait par l'État, hein. L'URSSAF, France Compétences qui gère, qui régule, et puis derrière, on a la DGEFP qui, à travers ses missions de contrôle, va contrôler l'ensemble du système et vérifier que l'argent public va bien là où elle doit aller. Et c'est ce que disait Stéphane Rémy, qui est le directeur adjoint là, du contrôle de la DGEFP. Il disait toutes ces procédures de contrôle qualité, en fait, traduisent la volonté politique de placer la formation professionnelle et l'apprentissage dans une logique de marché régulé. C'est ça. Et donc, on voit bien que, y compris, c'est pas une invention de René Bagorski, Michel Bojard, c'est à un moment donné une phrase et quelque chose que dit clairement l'État. Le marché de la formation est un marché régulé. Et en étant un marché régulé, il y a des règles à respecter et il y a des donneurs d'ordre, des sous-traitants. Et quand on est dans demeure d'ordre, il y a un commanditaire qui est un commanditaire majoritaire, c'est l'État. On passe à la diapo suivante. On n'a pas de questions dans la salle. Bon, donc on avance. Alors, les acteurs sont dépendants finalement de la stratégie de l'État. On vient de faire le panorama un petit peu de nos acteurs avant de passer aux acteurs OPCO. Alors, les OPCO, ils assurent les missions de service public, mais les PIC, les plans régionaux également, les régions sont aussi dépendants de la stratégie de l'État, c'est ça qu'on en dit ? Sont dépendants de la stratégie de l'État, puisque je me répète, mais c'est pas inutile de se répéter, c'est qu'à partir du moment en fait, où l'État détermine ses priorités, les OPCO aujourd'hui, en discutant avec des directeurs d'OPCO, on me dit que 80 à 90% de l'activité d'un OPCO aujourd'hui est consacrée au financement de l'apprentissage. C'est quand même énorme. 80 à 90% de l'activité d'un opérateur de compétences est consacrée au financement de l'apprentissage. Donc là, on est clairement dans une mission, alors c'est moi qui dis mission de service public, et pour moi, je considère que c'est des missions de service public. On délègue à des opérateurs, certes créés par les partenaires sociaux, on verra tout à l'heure dans quelles conditions, mais cet opérateur-là a une mission qui est vraiment une mission en fait, de financement de la formation en alternance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on voit que sur les sommes qui sont des sommes là, de 1,6 milliard qui sont réparties sur les 13 régions pour le plan d'investissement compétences, c'est une somme extrêmement importante dont bénéficient les régions. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, avec un risque, c'est que les priorités déterminées dans le cadre du plan d'investissement compétences au niveau national doivent être déclinées au niveau régional.
et que cette déclinaison, en fait, risque d'être, dans certains cas, extrêmement prescriptif, jusqu'à, m'a-t-on dit la semaine dernière, dans tel bassin d'emploi, il faudrait y avoir telle formation et avec telle quantité de personnes qui rentrent dans la formation. Donc on voit bien que c'est un objectif. Mais par les temps qui courent, est-ce qu'il faut s'offusquer du fait que l'État soit un acteur majoritaire du système? Est-ce que ce n'est pas le rôle de l'État, dans son rôle régulateur aussi, ou régalien, d'assumer ce qu'il est, donc sa gouvernance, ses orientations politiques, et en demander à d'autres de mettre en œuvre pour lui? Si je reprends en fait la hiérarchie des normes dans notre pays, mais pas qu'en France, c'est dans tous les pays, la loi est au-dessus de tout. Oui. À partir du moment où la loi est au-dessus de tout, la douane donne des prérogatives à d'autres acteurs. Elle donne des prérogatives aux conseils régionaux, demandeurs d'emploi, les adultes sans qualification, les jeunes éloignés, et elle donne des prérogatives aux OPCO. C'est inscrit clairement dans les textes. L'argent qu'utilisent les OPCO et les conseils régionaux sont des sommes qui viennent de fonds publics, qui viennent de l'impôt, et donc qui sont sous l'autorité de l'État. Donc on est effectivement dans un système aujourd'hui de délégation. Est-ce qu'on est encore dans un État décentralisé pour les conseils régionaux? Oui. Mais est-ce qu'on a ça, il y a l'État décentralisé avec les conseils régionaux, l'État déconcentré avec les DRES, Direction régionale, économie, emploi, je ne sais plus quoi, santé, les DRES. Est-ce qu'on est... Les anciennes directes. Qui sont les anciennes directes. Est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir un changement de paradigme où quelque part les DRES contrôlent beaucoup plus les conseils régionaux et que l'autonomie politique des conseils régionaux, puisque un conseil régional ne peut pas lever d'impôts, c'est pas possible, il n'y a que l'État qui peut lever d'impôts, et que les fonds qui sont les fonds des conseils régionaux viennent soit de l'État, dotation décentralisée, soit la TIPP, soit d'autres taxes, etc., qui font, mais ce sont toujours des taxes qui sont des taxes collectées par l'État et reversées à une collectivité qui est chargée de mettre en œuvre. Donc, est-ce qu'une collectivité qui n'a pas d'autonomie financière réelle a une autonomie et une liberté de mise en œuvre de sa propre stratégie? Sans doute un peu, mais quand même dans un cadre qui est un cadre prescrit. Et je reviens au titre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. On voit bien qu'à partir du moment où il y a l'individu qui est au bout, mais entre eux, il y a des intermédiaires, et ces intermédiaires-là ont des missions à mettre en œuvre dans un cadre qui est un cadre déterminé. Pour la liberté de choisir son avenir professionnel dans un cadre déterminé sur un marché régulé. Donc là, c'est un petit peu, je ne sais pas si c'est un bilan, mais en tout cas, c'est une photographie des effets de la réforme et de là où nous en sommes. Peut-on espérer un refléchage des fonds vers les PME-TPE à l'avenir, nous demande Sylvie. C'est une vraie question. Je pense que c'est une question qui aura sans doute une réponse positive. C'est-à-dire qu'on s'est bien rendu compte, et dès 2018, qu'il y avait vraiment le fait qu'on passe d'enveloppe mutualisée pour les entreprises de moins de 300 salariés à moins de 50. Il y avait un gros souci pour les entreprises de 50 à 299 qui posait un peu problème. Cela dit, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, on est depuis 50 ans en France dans un système où on a l'habitude d'être subventionné. Et une enveloppe mutualisée au niveau d'un OPCO signifiait qu'on avait une forme, en tout cas, à tous les cas, c'était perçu comme étant une subvention. Alors, moi, il y a déjà en 2018, j'avais écrit une tribune là, dans l'élection présidentielle précédente où j'avais dit deux choses en fait. J'avais dit que si on voulait que le système de la formation professionnelle se développe et que les entreprises s'en saisissent dans un cadre dynamique, sans considérer et sans vouloir attendre une subvention quelle qu'elle soit, il faudrait qu'on considère que l'investissement en formation d'une entreprise soit considéré comme un investissement immatériel et déductible fiscalement au même titre qu'un investissement matériel qui est déductible fiscalement. Alors, le directeur de cabinet de Muriel Pénicaud m'avait dit « je t'emmène à Bercy et puis tu vas expliquer à Bercy ». Mais il faudra, et puis je pense que là, ça revient fortement dans les débats, ça sera quelque chose d'important parce que, y compris pour les entreprises les plus petites, si on leur dit « si vous investissez dans la formation, vous avez une déduction fiscale », c'est pas la même chose que si on leur dit « vous versez une cotisation et à la sortie, vous n'avez rien ».
Donc, c'est ça qui est un point important. Et puis, en complément de ma défiscalisation des entreprises, je disais aussi, et je le redis là, dans cette campagne-là, c'est qu'il faudrait que tout argent investi par un individu à titre personnel soit déductible fiscalement aussi, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse déduire fiscalement les fonds qu'on a donnés aux associations et qu'on ne puisse pas déduire fiscalement en fait ce qu'on a mis dans le panier pour la formation tout au long de la vie professionnelle, qu'à un moment donné, on apporte un complément à l'État et de l'argent que l'État n'a pas à dépenser. Donc, voilà. On continue. Alors, le cadre prescrit, on continue, enfin, oui, on répète un petit peu ce qu'on a dit. Mais... sur la même chose, mais pour moi, c'est important, les mots sont importants. Vous voyez, je pense que dans le déroulé de ma pensée, vous voyez bien que je suis un peu dans un système, même si la période est malvenue de parler de poupée russe, mais on est un peu dans cette logique-là. Il y a le système de la grande poupée où c'est l'État. Et à l'intérieur, en fait, de cette poupée-là, il y a différents acteurs qui ont différentes prérogatives, qui ont différentes enveloppes et qui vont utiliser ces enveloppes-là dans des cadres qui sont des cadres qu'on aura déterminés un peu pour eux. J'essaie d'imager un peu mon propos, mais vous voyez bien qu'on est dans cette situation-là. Si j'ai vu alors, les OPCO collectent et gèrent des contributions conventionnelles, fonds publics. Pour vous, non, les contributions conventionnelles sont des fonds privés. J'ai bien fait la distinction tout à l'heure. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Là, c'est important d'y revenir, ce qui est fonds publics, c'est la cotisation que versent toutes les entreprises. Les 1,6%, 1% pour l'apprentissage, 0,20% pour la formation, 0,6% pour l'apprentissage. On a une enveloppe, on appelle ça le CUTFA, la cotisation unique formation. C'est un impôt puisqu'il est obligatoire. C'est ça que disait René. C'est une cotisation que l'on donnait autrefois à notre OPCA et qu'on donne maintenant à l'URSSAF, mais c'est une cotisation obligatoire, donc c'est des fonds publics, c'est assimilé à un impôt. Les contributions conventionnelles ne sont pas des fonds publics, c'est la volonté de la branche. C'est ça. La volonté de la branche, et je pense qu'il y a quelqu'un qui parlait de la santé. Si je prends l'exemple de la santé, par exemple, alors, je ne sais pas où on en est aujourd'hui exactement, mais fut un temps, il y avait en fait quasiment 1% de cotisations supplémentaires demandées par la branche, donc un accord conventionnel avec une gestion où les entreprises devaient justifier d'avoir utilisé un pourcentage de cette somme pour former une entreprise, un pourcentage était consacré à une mutualisation pour des priorités, etc. Et donc là, il y avait une vraie stratégie au niveau, en tout cas, de la santé sur des fonds conventionnels, donc des fonds privés gérés par les branches professionnelles au sein de l'OPCO à travers les sections paritaires professionnelles, mais avec une autonomie et qui est sans être sous contrôle de l'État. Donc là, il y a vraiment un truc particulier. Donc la santé est sans doute le système où il y avait le plus de collecte conventionnelle. Dans l'économie sociale et solidaire aussi, une collecte extrêmement importante. Et je me souviens quand on a fait le rapport de la transformation des OPCA en OPCO, se posait la question d'uniformation. Et uniformation au niveau collecte, ça devait être à peu près 100 millions, mais uniformation avait l'équivalent en collecte conventionnelle. Et c'est cette fameuse collecte conventionnelle qui a permis à uniformation de continuer à exister, puisqu'il y avait un seuil d'entrée à 200 millions, et c'était le conventionnel et le légal qui ont fait que ça a pu continuer à tourner. Par contre, si je prends un exemple de l'OPCO commerce, il n'y a pas d'accord conventionnel dans le secteur du commerce. C'est voilà, donc c'est vraiment la stratégie. Et si au niveau de l'industrie, la partie qui était la partie métallurgie, il y avait des petites cotisations de 0,1 ou 0,2% qui étaient aussi des sommes demandées aux entreprises de la branche pour pouvoir notamment financer des priorités déterminées ensemble. Voilà un peu le cas. Alors, si on regarde le nombre de dossiers formation refusés par Pôle emploi, on se demande où est la volonté de l'État. Bon. Après, oui, mais quand on voit les sommes qui sont mises aussi par l'État et le nombre de personnes qui partent en formation, aujourd'hui, ce nombre a augmenté. Maintenant, après, que ce soit Pôle emploi ou d'autres, il y a des critères et on revient sur la notion d'autonomie dont je parle depuis le début.
l'autonomie d'un demandeur d'emploi dans ses propres choix. Est-ce que cette autonomie est réelle ou dans un cadre prescrit? Quand on sait qu'un territoire a des priorités, quand on sait que pour toucher l'aide individuelle à la formation, l'AIF, ça correspond à un certain nombre de priorités. Donc, quelqu'un qui vient et que ça ne rentre pas forcément dans ces priorités-là, il y a effectivement des gens qui ne s'y retrouvent pas. Mais c'est ça. C'est ça. Ça. On est passé du stade où on finançait une formation à un stade où on finance une formation qui doit avoir un intérêt réel, enfin qui doit être démontré, et c'est pas évident. Et puis Pôle emploi commence par demander à ce que la personne mobilise son CPF en général. Ouais. Alors justement, et le paritarisme dans tout ça, parce que on est passé, on l'a déjà décrit, d'un système où on avait 20 OPCA à 11 OPCO que vous avez sous les yeux avec leur logo. Merci à Fabio Ferreira pour cette petite image là des logos des 11 OPCO qui est très bien faite. Et ce ne sont plus les anciens OPCA, donc opérateurs paritaires de collecte agréés. Maintenant, OPCO, le P de OPCO veut dire opérateur, ça n'est plus opérateur paritaire de compétences, c'est opérateur de compétences. Donc, quel paritarisme? Alors, il a disparu depuis qu'on a confié la collecte des impôts de formation à l'URSSAF. Alors, peut-être on revient sur la notion de paritarisme, parce que moi j'aime quand on utilise un mot, qu'on soit d'accord sur le sens du mot. Oui, très bien. Et la notion de paritarisme... C'est moi qui ai mis le mot paritarisme. Mais il m'arrive avec mes étudiants de faire ce type d'exercice aussi. Je suis toujours surpris du résultat. Parce que quand on est, nous, dans le système, et je pense que les presque 400 personnes qui sont connectées, quand on parle de paritarisme, je dis, mais c'est simple, c'est d'un côté les syndicats d'employeurs et de l'autre côté les syndicats de salariés, et que le paritarisme, en fait, la gestion paritaire, c'est ces deux agrégats qui, ensemble, font quelque chose. C'est pas aussi simple que ça dans la tête des personnes, parce que des fois, on confond syndicat d'employeurs, on confond branche, on confond un certain nombre de choses. Et puis, tout à l'heure, tu utilisais le mot d'organisme professionnel. Tu faisais sans doute référence aux organismes de formation. Non, je parlais des organisations professionnelles, les syndicats professionnels, comme le SICFI, c'est encore autre chose. Oui, non, mais là aussi... Je parlais d'organisation professionnelle, et pas d'organisme. Et souvent, quand on parle de syndicats professionnels, le mot syndicat, il est connoté syndicat de salariés. Quand on parle de syndicat d'employeurs, on nous regarde avec des yeux ronds. Mais pourquoi on utilise ce mot-là? Moi, j'utilise plutôt le terme de syndicats professionnels, ce qui est le cas du SICFI qu'on va voir après, des acteurs de la compétence, où ce sont des organisations professionnelles qui représentent la profession. On va en parler tout à l'heure. Alors évidemment, ces organisations professionnelles font partie, pour moi en tout cas, de la notion de paritarisme, c'est-à-dire que d'ailleurs le SICFI, le syndicat des consultants formateurs indépendants, est maintenant reconnu comme une organisation représentative des consultants formateurs indépendants, donc de tous ceux dont tu parlais tout à l'heure, les entre guillemets petits formateurs, j'ai envie de dire, qui sont en structure unipersonnelle, c'est-à-dire auto-entrepreneurs, entreprises unipersonnelles, à responsabilité limitée, SARL, avec gérant majoritaire, etc. Et d'une personne qui est toute seule. C'est une structure unipersonnelle qui est quand même la grande majorité des 110 000 organismes de formation dont on parlait tout à l'heure. Bon, voilà, alors, donc il y a un organisme professionnel qui s'appelle le SICFI qui est maintenant reconnu comme représentatif, c'est-à-dire qu'il peut parler avec les pouvoirs publics des intérêts des professionnels de la formation professionnelle qui sont en structure individuelle. Donc voilà, c'est important de partager le même sens sur les mots. Oui. Et la notion de paritarisme, effectivement, c'est tout ce qui est, en tout cas, orientation politique paritaire. Ce sont les branches professionnelles
avec une déclinaison qui sont les commissions paritaires nationales de l'emploi, au sein qui sont en fait entre deux négociations de branches, les structures paritaires qui sont chargées de mettre en œuvre les politiques déterminées par la branche. Voilà, mais là, c'est au sein de ces structures paritaires, ce sont bien les syndicats représentatifs, hein, voilà, de salariés et les organisations patronales. On est toujours sous cet aspect-là. Donc, on a le paritarisme d'orientation politique. Oui. La branche professionnelle qui, à travers la négociation, et la CPNE à travers les orientations qu'elle donne dans le cadre des prérogatives que lui donne la loi. Et puis, on a le paritarisme de gestion qui, lui, se retrouve au sein des 11 OPCO, voilà, avec un conseil d'administration paritaire, organisation patronale, organisation syndicale, et au sein de chaque opérateur de compétences, ce qu'on va appeler des sections paritaires professionnelles, qui sont soit une branche clairement identifiée ou plusieurs branches qui sont complémentaires, qui se mettent ensemble et qui vont en fait gérer des enveloppes, mais des enveloppes qui sont liées à l'orientation politique déterminée par les branches dont elles sont issues. Donc là, c'est des choses qu'il faut avoir à l'esprit, et que le conseil d'administration d'un OPCO n'est en fait qu'un validateur des orientations, des orientations politiques données par la branche, et derrière, l'opérateur de compétences va mettre en œuvre ces décisions-là avec un conseil d'administration qui, dans la mesure où il est référent, une personnalité morale, il est référent sur les dépenses, et donc ces dépenses-là sont sous contrôle. Il y avait une question sur comment fait-on pour les salariés qui dépendent de plusieurs OPCO? Normalement, c'est pas possible, parce qu'il y a qu'une entreprise puisse relever de différentes branches, ça c'est une chose, mais chaque branche professionnelle est adhérente d'un opérateur de compétences. Et donc, ça ne peut pas être un salarié qui dépend de différentes branches. C'est déterminé par l'IDCC, c'est-à-dire la convention collective. Alors, France Compétences vient de mettre en place sur le site France Compétences la façon de trouver l'OPCO d'une entreprise à partir de son numéro IDCC, c'est-à-dire son numéro de convention collective, qui est lié aussi au code NAF, hein, plus ou moins. Tout à fait. Voilà. Et la question précédente concernant les contributions des branches, où est-ce qu'on peut avoir l'information? Ben, je dirais que malheureusement, c'est un peu l'angle mort là, de cette réforme, puisqu'à partir du moment où c'est des fonds privés, tout ce qui est fonds publics, vous savez, vous qui êtes des spécialistes de la formation, il y a ce qu'on appelle le jaune budgétaire. Donc tout ce qui est fonds publics, vous allez avoir la répartition jusqu'au moindre centime dans le jaune budgétaire. Le jaune budgétaire, c'est un document qui sort chaque année par l'Assemblée nationale? Oui, c'est au mois d'octobre, novembre. C'est quand il y a les débats sur les budgets pour l'année d'après. Voilà. On prend une photo. Alors en règle générale, c'est les dépenses 2 ans avant, mais vous avez dans le détail comment l'État a ventilé les fonds qui sont des fonds publics, donc les fameuses cotisations des entreprises notamment. Ça, c'est une chose. Par contre, aujourd'hui, on a un vrai angle mort. On ne sait pas ce que dépensent les entreprises à titre personnel, et on ne sait pas en fait ce que dépensent les branches dans le cadre des accords conventionnels. On a des idées, des sommes, mais il n'y a aucun endroit où en fait on a une répartition des choses. Et si quand vous êtes organisme de formation, quand vous avez une entreprise, c'est à l'entreprise de se renseigner auprès de son OPCO pour savoir quelle est la nature des sommes qui sont alors, oui, nos ambulanciers là, qui sont OPCO Mobilité et Santé, l'entreprise d'ambulance a un code NAF et puis elle est adhérente à une convention collective. C'est soit la convention collective de mobilité, transport, soit la convention collective santé. Elle peut pas être adhérente à 2 conventions collectives. Enfin, je ne pense pas. Hein. Non, si, la branche, l'entreprise peut être donc plusieurs branches, oui. Mais les salariés, en fait, avec leur contrat de travail, ont un contrat de travail qui fait qu'ils sont identifiés à un secteur ou à un autre. Voilà, la réponse pour c'est à quel secteur sont-ils affectés, mais en fait, ils ne peuvent pas avoir 2 OPCO, ça c'est une certitude.
L'entreprise peut avoir 2 OPCO, pardon. L'entreprise peut avoir 2 OPCO, d'accord. Et elle peut, on sait déterminer chaque salarié, est-ce qu'il dépend de… C'est effectivement le contrat de travail et puis le numéro qui va d'identifier en convention collective. Voilà, quelle convention collective se rattache le salarié? Alors, on passe sur le sujet. Alors, les évolutions donc, des OPCA aux OPCO, puisque nous avons un des co-pères, comment on peut dire un de ceux qui a été fortement critiqué ou adoré, je ne sais pas comment. Il y a des gens qui nous ont beaucoup voulu et d'autres qui ont trouvé qu'effectivement on avait mis un peu de logique dans un système qui était un peu compliqué. Est-ce que je peux, j'ai 2-3 minutes pour expliquer un peu. Oui, c'est intéressant de voir le passage, comment on a la chance d'avoir quelqu'un qui est à l'origine de ce passage de 20 OPCA à 11 OPCO. C'est intéressant de connaître la logique de ça. On a d'abord fait une photo et un état des lieux pour voir un peu où étaient les différentes branches. En France, on dit toujours qu'on a, en gros, on a 700 branches. Mais sur les 700 branches, il y en a la moitié, un peu plus de la moitié, qui sont vraiment actives, qui sont réparties dans les opérateurs de compétences et avant dans les OPCA. Et puis vous avez un certain nombre de branches qui aujourd'hui n'existent plus vraiment. La photo qu'on a fait avec Jean-Marie Marx, c'était de regarder, je vais vous donner un exemple, les banques, la banque par exemple, les entreprises, les grands réseaux bancaires se retrouvaient dans 3, 4 ou 5 OPCA différents. On avait le commerce. Le commerce, c'est pareil entre le commerce de gros, le commerce de détail, le commerce de la grande distribution, le commerce des bijoux, des machins. Chaque branche, en fait, était répartie dans des OPCA différents. On a regardé un certain nombre d'éléments et puis on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait être un critère qui rassemble les entreprises et les branches au niveau d'un opérateur qui puisse donner du sens à l'ensemble du système. On s'est dit que métier commun, formation commune, certification commune était un critère d'entrée qui pouvait être un critère d'entrée déjà relativement parlant. Et quand on a commencé à travailler ça, petit à petit, on a ramené les choses. On a ramené les différentes choses. Et tout à l'heure, on parlait de la santé. Et dans la santé, il y avait d'un côté un OPCA de l'hospitalisation privée à but lucratif, un OPCA de l'hospitalisation à but non lucratif, la même chose pour les EHPAD, etc. Et donc, vous voyez que mon critère métier, formation, certification, si je prends le secteur de la santé, à quoi ça rimait d'avoir des opérateurs, d'avoir demain un opérateur de compétences qui ne regroupe pas l'ensemble de ces différents secteurs-là. Donc, on a travaillé comme ça et on a essayé de regrouper le plus possible. Alors, je pense que 80% de ce qui a été mis en place, c'est le résultat du rapport. Il y a des choses qui n'ont pas pu se mettre en place. Alors, parce qu'il y avait, on parlait tout à l'heure du transport logistique, et je parlais du commerce de gros, par exemple. Est-ce que le commerce de gros, c'est d'abord du transport logistique ou c'est du commerce? C'est des questions, hein. C'est pas des questions neutres, là, l'histoire des ambulanciers, est-ce que c'est de la santé, est-ce que c'est du transport? Donc, toutes ces questions-là, en fait, se posent. Donc, à un moment donné, il a fallu faire des choix, et donc, on a fait des préconisations, et on a un système aujourd'hui où des opérateurs sont bien identifiés, hein, le commerce, l'opto santé, tout ce qui est Ocapia. Ocapia, il y avait d'un côté l'agroalimentaire, de l'autre côté l'agriculture. On s'est dit avec Jean-Marie Marx, on va réfléchir en fait de la fourche à la fourchette, et donc d'avoir une filière complémentaire qui fait que tous les gens qui sont dans le même secteur puissent travailler ensemble. On avait par exemple dans le commerce de gros, on avait la fédération qui était des bois, matériaux, distribution. Cette fédération-là, elle se retrouve aujourd'hui avec le bâtiment parce que c'est en fait une filière qui est mise en place et que ça avait pour nous que ça avait de la cohérence. On raisonne plus par filière alors que par branche, et les branches s'inscrivent après à l'intérieur de ces filières. C'était un regroupement logique. C'était un regroupement logique, mais d'aucuns ont eu peur parce qu'en France, les branches professionnelles, le jeu justement du paritarisme dans les branches, en fait, c'était de se dire, mais si en fait on regroupe comme ça au niveau des OPCO, est-ce que demain, est-ce qu'il n'y aura pas 11 branches professionnelles, un peu comme c'est le cas en Allemagne?
Alors, notre mission, ce n'était pas celle-là, mais le travail qu'on a fait, normalement, était un travail qui balisait le travail de Pierre Ramin, qui est aujourd'hui directeur de la DGEFP, DGT, la Direction Générale du Travail, qui a fait un rapport qui devait être la réduction du nombre de branches et qui devait descendre. Après, le rapport est sorti à 80 branches. Aujourd'hui, ce rapport n'est toujours pas sorti, mais parce que politiquement, c'est pas mûr et que les branches ont du sens pour un certain nombre de secteurs économiques tels qu'elles sont aujourd'hui. Mais si on regarde les nombres de conventions collectives, je ne sais pas si on rattache les conventions collectives aux branches. Moi, j'ai connaissance de certaines conventions collectives. On se demande encore pourquoi elles sont là, quoi, sur des métiers qui ont disparu, en fait. Ou qui sont rattachés. Je prends la convention collective de la boyauderie. Moi, j'aime bien. Voilà. Il est normal que, c'est logique qu'à un moment donné. Alors j'ai raconté ça à un ami marseillais qui m'a dit mais la boyauderie c'était tout un quartier de Marseille au début du XXe siècle, ça a disparu, vous voyez ce que je veux dire. Le métier de tripier, il n'est pas, c'est pas très courant quoi. Hein. Voilà. Donc on a une convention collective qui se rattache à la convention collective des métiers de la viande. On est plus dans un raisonnement filière que dans un raisonnement branche. Hein, pour prendre que cet exemple-là, mais je peux prendre l'exemple de la convention collective de la chapellerie également. Voilà, est-ce qu'on a encore un intérêt à avoir une convention collective comme celle-là? C'est des questions qu'on s'est posées, on n'a pas pu trancher sur tout. Donc, mais par contre, il y a 329 branches qui sont réparties aujourd'hui dans 11 opérateurs de compétences. Il y a l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, donc c'est vraiment l'artisanat et les toutes petites entreprises, qui contient quand même aujourd'hui encore 52 branches. Et si vous allez lire en fait l'intitulé des différentes branches, des fois c'est assez surprenant, je ne sais même pas de quoi on parle, mais ça existe quoi. Et donc vous voyez que déjà là, il y a 54 je crois, branches là, sur 329, vous voyez ce que ça représente dans un seul opérateur de compétences. Et vous avez d'autres où il y en a une trentaine, d'autres il n'y en a que 4 ou 5. Mais derrière, il y a du sens. Et pourquoi ça a du sens? Parce que c'était aussi à un moment donné, plutôt que d'avoir, je reprends le commerce qui était éclaté un peu partout, d'avoir des sections paritaires un peu partout avec des petites enveloppes réparties sur un petit nombre, il valait mieux, à notre sens, d'avoir à un moment donné un opérateur de compétences avec des branches regroupées, et ces branches regroupées avec des enveloppes qui sont des enveloppes plutôt intéressantes, qui permettent de mettre en œuvre la stratégie du secteur, plutôt que d'avoir des petits moyens à des petits endroits qui ne permettaient pas d'avoir une stratégie en fait de formation vraiment finançable et cohérente. Donc c'est un peu ça qu'on avait comme objectif, et cet objectif-là, à mon sens en tout cas, à notre surprise, à notre grande surprise, quand le rapport est sorti la veille de la sortie de la loi. Et le directeur de cabinet, quand le rapport est sorti, a dit aux branches professionnelles, c'est la feuille de route pour la négociation que vous avez à mener jusqu'au mois de décembre pour créer les futurs opérateurs de compétences. Et donc un gouvernement qui s'est vraiment saisi de ce rapport-là pour en faire vraiment un outil de référence pour la mise en place du secteur tel qu'il existe aujourd'hui. C'est extrêmement rare qu'un rapport comme ça soit aussi vite opérationnel. Hein. Oui, là, c'est extrêmement rare. Et puis, on a vraiment pris le temps pour raconter l'histoire. C'était entre juin et août. On a dû faire 115 ou 120 auditions. Donc, vous voyez, il y avait certains jours, on avait 4-5 auditions. Et on a vraiment vu l'ensemble des acteurs dans leur diversité, dans leur cohérence, dans leur conflit aussi, parce qu'il y a certains syndicats d'employeurs qui ne voulaient pas être regroupés avec d'autres syndicats d'employeurs, parce que c'était un conflit purement patronal. Et donc, il y avait aussi ces aspects-là et je me souviens d'un secteur où normalement il n'y avait pas de problème, mais en fait, il a fallu la rassembler pour qu'ils puissent discuter entre eux. Donc voilà. Alors René, on est très bavard, et toi et moi, il nous reste 10 minutes parce qu'on va essayer de tenir notre timing. Peut-être aller sur la diapositive, là, voilà. Voilà, c'est ça. Notamment. Hop. J'ai essayé. On va y arriver. Elle ne veut pas se bloquer. Voilà, ça y est. J'ai essayé un peu à travers. Alors, normalement, je peux voir là.
la souris, je ne sais pas si ça va fonctionner. On va partir ici des Je crois qu'il faut plutôt aller sur... voilà. On va partir des partenaires sociaux, là, puisque donc, le rapport qu'on a produit avec Jean-Marie Marx donnait une obligation de négociation à l'ensemble des branches professionnelles pour créer un opérateur de compétences. Donc les partenaires sociaux de branches d'un champ cohérent, donc le champ cohérent, c'était celui qui était un peu la source dans le texte qu'on avait produit, se sont rassemblés, ont discuté, ont négocié et ont décidé de créer un opérateur de compétences sur un périmètre qu'ils avaient déterminé ensemble. On arrive à un résultat qui est un opérateur de compétences. Cet opérateur de compétences, en fait, n'existe que parce qu'il est agréé par l'État. Et pourquoi c'est l'État qui va l'agréer? Parce que les fonds qui vont être gérés par cet opérateur de compétences, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sont des fonds publics et donc sous contrôle de l'État. Une fois que l'opérateur a été agréé, les partenaires sociaux qui ont contribué à le créer vont être ceux qui vont être au conseil d'administration. Mais un opérateur n'existe que parce qu'il y a des entreprises adhérentes, et les entreprises sont adhérentes parce qu'elles appartiennent aux branches qui ont signé cet accord-là. Donc la loi, elle confie à ces opérateurs de compétences 3 missions. Ils gèrent, ce qui est en rouge, ils accompagnent les branches et ils assurent un service de proximité. Je vais aller sur la partie gestion. Partie gestion, il y a une première flèche qui monte vers l'obligation légale. Donc l'obligation légale, c'est l'argent qui vient des entreprises. Et avec cet argent qui vient des entreprises, en fait, cette obligation légale, donc entreprise verse à l'URSSAF, l'URSSAF reverse à France Compétences, et France Compétences reverse une enveloppe à l'opérateur de compétences qui va gérer en fonction des règles que les branches ont déterminées. On est d'accord? C'est relativement simple. En alternance, moins de 50. Il gère ces opérateurs de compétences une deuxième enveloppe, ce qu'on appelle l'enveloppe conventionnelle, c'est suite à un accord de branche. Cette enveloppe-là, elle est collectée par l'opérateur de compétences, contrairement à l'obligation légale qui est collectée par l'URSSAF. C'est ce qu'on a dit là, on l'a bien développé. Et cet accord conventionnel, il va contenir des publics, des certifications prioritaires. Il va contenir en fait des tarifs de prise en charge, il va contenir tout cet aspect-là, c'est l'accord conventionnel. Donc ça, c'est une deuxième enveloppe que gèrent les opérateurs de compétences. La troisième enveloppe, c'est ce qu'on appelle un versement volontaire. C'est chaque entreprise peut verser à un OPCO, alors l'OPCO de son périmètre de référence, pas n'importe quel OPCO, une somme en contrepartie d'une offre de service. L'offre de service, alors, peut être de la subrogation. La subrogation, c'est quand l'OPCO gère pour un tiers, donc il gère pour l'entreprise, c'est lui qui va payer les factures aux organismes de formation et qui va faire toute la partie administrative et qui va redonner ça à l'entreprise. Mais autre offre de service possible, c'est par exemple, c'est l'opérateur de compétences qui va négocier avec les organismes de formation des tarifs. Et ces tarifs-là vont être inscrits dans des catalogues de formation transverse, souvent. Et c'est les entreprises qui ont versé un versement volontaire qui pourront en fait bénéficier de tarifs préférentiels. Ce qu'on appelle l'action collective. Ce qu'on appelle l'action collective est donc négociée par l'OPCO. Donc vous voyez bien, entre une entreprise qui gère de gré à gré avec un organisme de formation et une entreprise qui passe par un OPCO, qui négocie les prix et qui garantit entre guillemets des volumes pour l'organisme de formation, chacun peut s'y retrouver. Donc la partie gestion, vous voyez, c'est ça. Alors, l'opérateur de compétences, et pour moi, c'est sans doute la mission qui m'intéresse le plus aujourd'hui et qui reste perfectible. On parle de bilan, là, au niveau d'un organisme de formation, puisque depuis la loi de 2004, chaque branche professionnelle doit normalement avoir un observatoire prospectif des métiers et des qualifications. Alors, il n'y a pas chaque branche qui en a, mais il y a 135 observatoires prospectifs des métiers et des qualifications qui existent. Et ces observatoires sont majoritairement hébergés dans les OPCO. Quel va être le rôle de l'OPCO quand on parle d'accompagnement? C'est déjà de travailler avec les partenaires sociaux de la branche sur les critères qui doivent être observés,
de faire appel à des spécialistes, il faut faire un travail spécifique, et donc d'accompagner les branches dans à la fois la réflexion et stratégique et dans la réflexion en fait des opérateurs qui peuvent mettre en place, en sachant que ces observatoires-là ont un rôle extrêmement important puisque c'est à la fois la photo du secteur, mais au-delà de la photo du secteur, c'est aussi vers où le secteur doit aller et donc de regarder quelles sont les certifications qui correspondent aujourd'hui à besoins futurs, si elles correspondent ou pas, et si elles ne correspondent pas, l'autre rôle de l'opérateur de compétences, c'est d'accompagner les branches de la construction des certifications, donc certificats de qualification professionnelle principalement, mais aussi d'aider les branches à vérifier qu'un titre du ministère du Travail ou qu'un diplôme de l'Éducation nationale correspond effectivement aux besoins du secteur. Et donc ça, c'est extrêmement important. Vous voyez, accompagne, observer, conçoit des certifications, et derrière, alors GPEC, vous allez le trouver plutôt maintenant, GEPP, gestion prévisionnelle des parcours. Une branche professionnelle a obligation tous les 3 ans de négocier une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, donc un parcours professionnel là aujourd'hui, avec la formation qui en fait partie. Et ce qui va sortir en fait de cette négociation, donc ces priorités dégagées par la branche, il faut bien à un moment donné avoir des enveloppes pour pouvoir mettre en œuvre les priorités. Et vous voyez que la logique d'un accord de branche avec une enveloppe conventionnelle trouve tout son sens, parce que là, derrière, il y a toute une autonomie ici des partenaires sociaux qui peut être réelle. Là, l'orientation politique avec les outils qui sont mis en place, et derrière l'accord conventionnel, des moyens financiers qu'on se donne pour réaliser l'objectif. Voilà. Troisième et dernier point, ils assurent un service de proximité auprès des entreprises adhérentes. Ce service de proximité, c'est quoi? C'est expliquer ça. C'est expliquer ça. Mais vous voyez que si je caricature un peu, la partie qui est à gauche avec l'obligation légale, donc ce qui relève de la loi, je compare au régime général de la sécurité sociale, et la partie droite qui est en fait que sont les enveloppes conventionnelles. Si c'était réfléchi correctement, les enveloppes conventionnelles pourraient être des mutuelles qui viennent compléter soit des financements d'obligations légales, soit avoir une autonomie propre sur un certain nombre de priorités déterminées. C'est intéressant cette comparaison sécurité sociale mutuelle. Voilà. On va devoir bientôt arrêter parce qu'on va dépasser alors bon, je voudrais répondre à la dernière question. Alors, on répond à la dernière question. Parce que c'est un sujet. On va passer, avant de répondre sur la dernière diapo, elle est assez claire. Sur la dernière diapo, en fait, j'ai voulu montrer, en fait, j'ai mis la branche au centre. Et en mettant la branche au centre, j'ai voulu montrer, en fait, quels sont les marchés aujourd'hui de la formation professionnelle qui sont régulés par les branches professionnelles, les entreprises, puisque la détermination des tarifs de prise en charge se fait au niveau de la branche, que ce soit pour les moins de 50 ou pour les plus de 50 quand il y a un accord conventionnel. Concernant en fait le CPF, l'individu, tout ce qui est le CPF, les branches peuvent abonder des financements de l'individu, mais quand elles abondent ces branches, c'est dans le cadre de priorités qu'elles ont déterminées. Sur l'alternance, les contrats d'apprentissage, les contrats pro, elles déterminent les tarifs. Sur PROA, c'est elle qui détermine les certifications qui sont éligibles à PROA. Sur les marchés publics, donc sur les PIC, c'est les branches professionnelles qui, sur les territoires, vont déterminer les besoins et donc derrière retrouver des financements publics. Et le dernier marché, qui est le marché de la certification, ce marché de la certification, c'est les branches aujourd'hui qui ont autorité politique pour valider ou non une certification professionnelle. Donc vous voyez que cette ce sont les branches qui sont à la commission de la certification professionnelle. C'est les branches qui sont au cœur du système. Alors, avant de répondre à la dernière question de Valérie, je vous ai parlé des organisations professionnelles tout à l'heure, qui sont les organisations professionnelles, pour moi, paritaires de la formation professionnelle. Dans notre environnement de la formation professionnelle, j'ai mis les organisations professionnelles, d'abord la FREF, qui est, même si c'est pas un syndicat professionnel en tant que tel, c'est une organisation. Association française de réflexion et d'échange sur la formation. Voilà. Association française de réflexion et d'échange sur la formation, qui est une
une entité respectable, voilà, qui fait partie de notre écosystème, si vous voulez, même si c'est pas stricto sensu un syndicat professionnel, c'est une organisation qui a des choses à dire. Pareil pour le FOD, dont je suis également membre, hein, qui est le Forum des acteurs de la formation digitale. La formation digitale, la formation, le numérique a une importance autrefois, avant le premier confinement, il était difficile de convaincre des gens de faire de la formation à distance. Maintenant, la formation à distance est quand même ultra majoritaire. Donc, le forum des acteurs de la formation digitale est un acteur important. Et après, vous avez les vrais, entre guillemets, organisations professionnelles qui sont des syndicats représentatifs. Donc, les acteurs de la compétence qui étaient autrefois, c'est-à-dire il y a peu de temps, la FFP, hein, Fédération de la formation professionnelle, qui a changé de nom et qui s'appelle maintenant les acteurs de la compétence. Bon, les acteurs de la compétence sont membres à la fois du MEDEF et de la CPME, vous voyez, donc on est un peu dans une organisation patronale. Les acteurs de la compétence et le SICFI s'entendent très bien. D'ailleurs, ils viennent de publier un document commun. Le SICFI, c'est le syndicat des consultants formateurs indépendants. On a 75 000 formateurs indépendants. C'est intéressant pour eux d'être membres d'une organisation comme le SICFI, qui est maintenant une organisation représentative, donc qui peut parler avec les services publics pour défendre les intérêts des consultants formateurs indépendants, qui peuvent être des consultants ou des formateurs voilà, c'est les formateurs indépendants qui sont en situation d'organisme unipersonnel. Il n'y a qu'une seule personne à bord, avec pas plus de 3 salariés. Après, vous avez enfin le SINOFDES, hein, qui est, je dirais, plutôt une organisation professionnelle dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Organisme de formation de l'économie sociale et solidaire. Voilà, organisme de formation dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Votre interlocuteur est plutôt le SINOFDES. Voilà. Moi, j'aime bien faire cette présentation-là parce que ça fait partie de notre environnement et puis des acteurs qui ont leur mot à dire lorsqu'il y a une nouvelle réforme qui arrive. Hein. La réforme du 5 septembre 2018 qui nous occupe, ces acteurs-là étaient présents. Alors, la FREF, son président est à côté de nous. C'était pas en tant que tel qu'elle était présente dans la réforme, la FREF. Si, j'ai fait le rapport en tant que président de la FREF. En tant que président de la FREF. Donc, la FREF a toute sa position, toute sa raison d'être dans cette diapositive, hein, vous voyez. Et pareil pour le FOD qui suivait l'actualité parce que le FOD, hein, Forum des acteurs de la formation digitale, on va vous sortir, je dis on parce que j'en fais partie, on va vous sortir un document fin avril vraisemblablement sur la formation digitale et comment on fait la prise en compte dans la qualité, en particulier dans notre référentiel national Calliope. Il n'y a rien du tout sur la formation à distance. Sur la formation à distance, elle est aujourd'hui majoritaire. Hein, donc, quels éléments de formation à distance je peux justifier pour mon Calliope? Voilà, on va répondre à la dernière question, et la prochaine réforme. Alors, je termine aussi là-dessus avant de répondre à la dernière question. Très souvent, on nous dit par exemple, il va y avoir une obligation d'avoir un titre de formateur pour adultes pour pouvoir avoir un numéro de déclaration d'activité. C'est un serpent de mer sur les réseaux sociaux de formateurs. Et je réponds toujours, rendez-vous à la prochaine réforme. Et la prochaine réforme, c'est d'abord, il y a une élection présidentielle. Ensuite, il y a des législatives. Ensuite, il y a un gouvernement qui est nommé. Il faut qu'il fasse une proposition gouvernementale aux partenaires sociaux qui doivent répondre par un accord national interprofessionnel. Ensuite, il y a un projet de loi qui est présenté au Parlement. Il y a une navette parlementaire. Ensuite, la loi est votée. Ensuite, il y a des décrets d'application. Et ensuite, ça se met en place. Et rendez-vous au minimum en 2024 s'il y a une nouvelle loi.
pour la mise en application de la loi. Vous voyez, hein? Alors maintenant, la prochaine réforme, il peut y avoir des adaptations de la réforme actuelle, et ça, c'est autre chose. Ce sont des ajustements de la réforme actuelle qui peuvent être établis, élaborés par décret, par arrêté, par ordonnance également. Mais là, ce serait pas une réforme complète. Moi, le schéma qui est ici, c'est une réforme complète. Voilà. Et puis, dernière chose, je termine sur les prochains webinaires de la chaîne Qualité et Formation Professionnelle. Le 21 avril, on discutera avec Philippe Debrune de Transition Pro, qui a aussi quand même son importance dans le dispositif. Hein. Ensuite, on discutera au mois de mai de la formation des élus, parce que tout le monde oublie un peu ça, mais les élus, hein, les élus territoriaux, les maires, etc. Bon, les conseillers municipaux, il faut bien qu'ils se forment aussi sur leur mission. Et donc, il y a un droit individuel à la formation des élus qui est maintenant géré par la Caisse des dépôts et consignations, comme le CPF. Et donc, j'ai considéré que c'était aussi important d'en parler. Ensuite, au mois de juin, ce sera et le droit dans tout ça, avec une grande juriste de la formation professionnelle qui est Sabrina Dougados. Et puis, on terminera cette série au mois de juillet avec Stéphane Rémy pour faire le bilan de Calliope. Voilà, j'ai terminé. On peut répondre à la dernière question de Valérie avant de se quitter. La question, c'est effectivement, c'était dans les tuyaux et il y a eu une pression énorme pendant qu'on a fait le rapport avec Jean-Marie Marx pour regrouper santé et cohésion sociale. Et je dis rarement je, mais là je dis je. J'ai pesé de tout mon poids pour que cohésion sociale et santé ne soient pas ensemble, pour la bonne et simple raison que dans cohésion sociale, c'est l'économie sociale et solidaire. Et que si on avait mis l'économie sociale et solidaire dans la santé, et dans la santé, on regroupe à la fois du lucratif, du non lucratif, etc. C'était la spécificité de l'économie sociale et solidaire là, qui disparaissait. Et honnêtement, en remettant le rapport le matin à Muriel Pénicaud, qui m'a reposé la question, j'ai donné cette même argumentation en disant à Muriel Pénicaud, c'est un rapport, c'est vous qui avez la décision politique. Et donc, par contre, il était hors de question que j'enlève dans le rapport cette préconisation-là, parce que c'était pour moi extrêmement important. Donc voilà pourquoi la cohésion sociale et santé. Alors, fut un temps, là, après que ça a été mis en place, on a dit que cohésion sociale avait un agrément durée déterminée, mais j'ai dit aux collègues, aux personnes de cohésion sociale, vous inquiétez pas, durée déterminée. C'est la ministre qui a un contrat à durée déterminée. Derrière, tout le monde aura oublié là, ce qui a été dit à ce moment-là. Et puis, effectivement, là, pour le moment, on reste sur cohésion sociale et je pense qu'il y a un vrai bon boulot. Mais pourquoi on ne mettrait pas cohésion sociale dans l'immobilier aussi? Parce que dans la cohésion sociale, dans le code de la cohésion sociale, on a aussi tout le secteur de l'immobilier social, justement. Ils y sont, là, donc c'était les mettre avec la santé, ça paraissait un peu bizarre. Ah oui, voilà, c'est pour ça. Pourquoi pas avec l'immobilier aussi? Et si Michel a fait sa publicité là, par rapport au programme riche qui est celui de sa structure, simplement peut-être aussi, si vous allez sur le site de la FREF, vous verrez le programme là, pour les mois qui viennent. On a fait un premier, et puis vous avez aussi des comptes rendus qui sont sur le site de la FREF. Au mois de janvier, on a fait une matinée sur les tiers-lieux avec Karine Seller, au commissaire du gouvernement qui est venu participer. On a fait une matinée sur le bilan de la loi avec la présence de Catherine Favre, députée La République En Marche, rapporteur de la loi, et Alain Druel, qui était le conseiller de Muriel Pénicaud, qui a écrit une bonne partie du texte. La semaine dernière, on a fait une matinée sur le financement de la formation professionnelle. Au mois d'avril, c'est sur l'accompagnement. Donc, c'est important. Au mois de mai, c'est comment la notion de compétence est aujourd'hui est entrée ou pas dans les entreprises. Et puis au mois de juin, on aura une matinée qui sera consacrée à l'apprentissage, l'évolution de l'apprentissage. Et à la rentrée, on aura une matinée sur les territoires apprenants.
Voilà, donc de riches. Alors, la FREF maintenant fait ses réunions hybrides. En fait, on essaie de faire des réunions hybrides, c'est-à-dire à la fois en présentiel à Paris et puis des possibilités de se connecter à distance depuis n'importe où et de participer. Et ça devient très généralisé. Et moi, j'étais à la dernière, au jeudi de la FREF, là, avec Stéphane Lardy et Stéphane Rémy et enfin tous les gens que tu as cités et Centre Info. Et c'était très intéressant d'avoir effectivement des gens à distance qui pouvaient poser des questions comme vous le faites aujourd'hui pendant ce webinaire. On va devoir vous laisser, vous remercier en espérant que vous avez été intéressé. Peut-être un mot de conclusion, faire un bilan. On a essayé de faire un bilan critique en même temps, faire un panorama. Donc c'est un bilan, c'est pas le bilan. C'est pas le bilan. C'est forcément un bilan, c'est subjectif, c'est avec mes clés d'entrée. Vous avez bien compris que j'ai essayé de montrer un système où on avait vraiment cette organisation et ce jeu des différents acteurs. Je pense que on a souvent dit là ces derniers temps qu'il n'y avait pas assez on n'avait pas assez d'argent pour financer la formation professionnelle en France. Je le dis et je le répète, c'est que dans la mesure où 90% sont des fonds qui sont des fonds publics, la décision d'allouer des fonds au développement de la formation relève de l'État et d'enveloppes qui ne sont pas forcément des enveloppes qui proviennent exclusivement que des entreprises. Le FNE, le Fonds national emploi, et la prise en charge des cotisations sur les contrats d'apprentissage a bien montré que l'État était capable d'aller chercher d'autres fonds sur son budget. Donc, je pense que à partir du moment où c'est une priorité, il y aura toujours de l'argent. Et moi, la question que je me pose, et c'est finalement le débat qui avait eu lieu en 71 quand la loi Delors a été mise en place, c'est est-ce que la formation professionnelle est une garantie sociale au même titre que la santé et la retraite, puisque la formation professionnelle est inscrite au même titre que retraite et santé dans les droits fondamentaux, qui sont les droits fondamentaux qui sont inscrits dans la Constitution française. À partir du moment où on a cette question-là qui se pose, est-ce que c'est une garantie sociale? Moi, la question que je me pose et que je mettrai en débat dans les jours à venir, c'est est-ce que la formation professionnelle n'est pas le 6e risque de la protection sociale? Est-ce qu'on ne peut pas, si c'est le 6e risque de la protection sociale, réfléchir les choses différemment? Merci à vous pour ce webinaire. Rendez-vous donc le 21 avril maintenant avec pour ce qui concerne qualité et formation professionnelle. Pour ce qui concerne la FREF, c'est le... je crois que c'est le 21 avril. C'est le même jour? C'est un matin. De toute façon, oui, alors donc jeudi matin, 21 avril, rendez-vous avec les jeudis de la FREF. Et puis l'après-midi, rendez-vous avec votre chaîne préférée, Qualité et Formation Professionnelle, pour le 2e épisode de notre série Vers une nouvelle société de compétences, saison 1. Voilà, à bientôt. Merci. Merci.